Donc, on m'a demandé de parler de la réaction et de la réactivité de l'industrie pharmaceutique nationale face à cette crise. Je pense que c'était un bon test pour le pays. On a souvent fait douter des capacités de cette industrie, des capacités tout simplement de fabriquer des produits en full process. Et la crise Covid a mis la lumière sur les capacités de cette industrie à fabriquer, mais aussi à fabriquer dans des conditions particulières de contraintes sanitaires, des conditions particulières, comme vous allez le voir, de changement planétaire et de récession économique. Donc, je rappelle que cette épidémie, au départ, a commencé en Chine en novembre 2019, que le premier cas en Algérie a été signalé le 25 février et qu'en mars, l'OMS a classé donc, cette épidémie, elle l'a transformée en pandémie qui s'est propagée très rapidement à plusieurs pays de la planète. Le secteur pharmaceutique, tous les acteurs du secteur pharmaceutique ont beaucoup souffert de cette pandémie à plusieurs titres. D'abord parce que c'était les premiers exposés qui étaient en ligne, qui étaient face aux patients. Et deuxièmement parce que, comme d'autres métiers, ils ont été touchés de plein fouet par les répercussions économiques dues à la limitation des heures de travail des pharmacies, d'ouverture, limitation économique par le fait de la désertion des malades au niveau des cabinets médicaux, concentration des hôpitaux pour le traitement des cas Covid et uniquement des urgences chirurgicales, perturbation au niveau de la supply chain d'une manière générale, de tous les produits, augmentation des prix de certaines matières premières. Et donc tout ça a fait que tous les acteurs du monde pharmaceutique ont été très touchés. Et c'est pour ça que nous parlons de résilience. Parce que c'est dans des moments aussi difficiles où nous sommes dans une situation extraordinaire que les capacités de notre industrie ont été mises à rude épreuve et nous avons pu, pour le moment, tout au moins, faire face à cette pandémie. C'est moi qui avance ou c'est toi? Donc nous verrons successivement l'impact de la pandémie sur les fabricants de produits pharmaceutiques, les lacunes des systèmes de santé en général, les augmentations de prix et perturbations des chaînes d'approvisionnement, l'évolution du marché algérien avec les acteurs, l'analyse de la consommation pendant la pandémie. C'est très intéressant de le faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en évolution ou en involution, et aussi les perspectives et changements de comportement des acteurs en post-pandémie. Ça, c'est surtout, disons, priorité pour les pays développés. Ça vient pas. Hein? Ah, peut-être بدل. هنا وين تبدل؟ هنا وين تبدل؟ هذا ها؟ ماشي تبدل. Excusez-moi, il y a des problèmes techniques. Bon, on va commencer par voir l'impact économique
sur les pays de la région MENA. Comme vous voyez, l'année 2019, la majorité des pays de la région MENA ont eu une croissance du PIB réel, avec une variation en 2020, où on voit clairement qu'en post-Covid, d'abord sur le plan mondial, il y a une récession qui est à peu près de 8%. C'est la plus importante après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on voit clairement que l'Algérie, qui avait 0,6% de croissance en 2019, retombe à peu près moins 6%. On voit bien sûr que le Liban, qui pour d'autres raisons aussi, inflation, est à moins 25%. Maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé réellement et chronologiquement au niveau des laboratoires pharmaceutiques. D'abord, il fallait comprendre le mode de propagation de ce virus. Est-ce qu'il était aérien? Est-ce qu'il était tactile? Il y a beaucoup de fake news qui ont, si vous vous rappelez, circulé sur le mode de propagation du virus. Donc on est passé par une phase de compréhension d'abord de ce qui se passe et d'absorption de l'onde de choc. Puis les entreprises pharmaceutiques, comme les autres d'ailleurs, ont commencé par mettre en place des protocoles pour protéger leur personnel et aussi pour diminuer l'impact de la contamination du personnel sur la notion nouvelle, la continuité de l'activité. Il était très important que l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie stratégique, soit à l'abri de toutes ces perturbations et puisse justement fabriquer des produits pour répondre à cette pandémie. Et on parle aussi de réussite parce que nous n'avions pas de fabricants de masques avant la pandémie. Et donc, on leur rend hommage. Il y a des fabricants de masques qui se sont installés en 6 mois. Et aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure quelques slides, des fabricants d'oxygène, fabricants de masques, qui ont quand même installé des unités de fabrication en mode urgence et avec bien sûr le know-how et tout ce qui va avec. Ça n'avance pas. Ah. Pendant cette pandémie, il a été noté sur un plan mondial des lacunes des différents systèmes de santé. Vous vous rappelez probablement au tout début de cette pandémie, des systèmes de santé qui étaient des modèles pour nous se sont effondrés en quelques semaines. Et donc, on voyait dans des pays développés, dits développés, des patients qui n'arrivaient pas à trouver de place au niveau des hôpitaux, avec parfois même un arbitrage qui hospitalisait la personne qui a 85 ans ou bien le jeune qui a 45 ans. Et donc, personne n'était préparé à cette pandémie, même les pays les plus avancés. Nous aussi, on n'était pas du tout préparés. Et il fallait justement mettre à nu toutes ces insuffisances pour essayer de développer à l'avenir, parce qu'on n'est pas à l'abri d'autres catastrophes sanitaires, de développer une conduite à tenir et surtout de l'anticipation. Une pandémie, des situations comme ça, il ne faut pas improviser. Il faut se préparer à ça et pour se préparer, il faut faire des exercices de simulation en temps ordinaire, les répéter à chaque fois, former les gens pour que le jour où ça arrive, chacun connaît son rôle et tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit faire. Et donc, on a vu aussi pour le deuxième point que des pays qui sont fabricants de matières premières, grands fabricants de matières premières, ont carrément interdit l'exportation de produits finis, de matières premières, de produits pharmaceutiques utilisés contre la Covid-19. C'est une première au niveau du monde et ça montre un peu la contraction et le renfermement de chaque pays pour ses intérêts et uniquement pour ses intérêts. Ça donne un peu un coup à l'humanisme. Et en tout cas, ça appelle en post-Covid à une réflexion
d'abord géostratégique, parce qu'aucun pays n'a la vocation de fabriquer tous les produits qu'il peut consommer, mais aussi ça appelle aussi à peut-être mettre en place une réglementation, puisqu'il s'agit de santé humaine, que tout le monde respecte. Et donc aussi, il y a eu une grosse tension sur les tests qui ont été, il faut le dire, développés très rapidement. Il y a encore jusqu'à maintenant des entreprises qui sont en train de développer d'autres tests qui sont encore plus fiables et plus simples à faire. Les essais cliniques, comme vous le savez, se sont arrêtés pour la majorité des multinationales. Et maintenant, de plus en plus, on organise des webinaires, on n'en parlait pas il y a quelques années. Il y a un début de digitalisation des interactions entre les acteurs de la santé, bien sûr avec les malades, puisqu'il y a la télémédecine qui, justement, à la faveur de cette pandémie, s'est beaucoup développée. Elle existait, mais elle s'est encore plus développée. Il y a une accélération de la digitalisation qui, probablement, sera plus rapide dans certains pays et le sera moins dans des pays qui ont encore des problèmes de connexion Internet. Alors, pour les matières premières, bon, on sait tous aujourd'hui qu'il y a deux grands pôles de fabricants de matières premières, il y a la Chine, il y a l'Inde, mais selon IQVIA, 70% des matières premières qui sont utilisées par les entreprises indiennes proviendraient de Chine. Je dis bien proviendraient de Chine, c'est le temps qui est utilisé. Et donc, ça fait que il y a un seul, disons, grand pôle qui est la Chine. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il y a une interdépendance qui aujourd'hui inquiète beaucoup, bien sûr, les grandes puissances comme les États-Unis, les pays européens. Et bien sûr, il y a cette réflexion de localiser, il y a même certaines décisions qui ont été prises, de relocaliser la fabrication de certains produits sur leur propre sol. Bien sûr, bon, tout ce qui est biosimilaire et tout ça n'a pas été touché. Et ce qui, disons, a sauvé un peu la mise, c'est que la majorité des fabricants de matières premières chinois n'étaient pas dans les zones qui étaient très affectées par cette pandémie. Ce qui a fait que les perturbations qu'on a connues auraient pu être beaucoup plus profondes et beaucoup plus graves. Je voulais seulement attirer l'attention des autorités, mais même des pharmaciens d'officine, sur les augmentations de prix qu'on a connues pendant cette crise. Donc ça, c'est tout chaud, c'est l'actualité. Vous avez par exemple, pour les articles de conditionnement, les PVC ont augmenté, le prix du PVC a augmenté de 32%. Pour les étuis, en moyenne, les prix ont augmenté de 20%. Les caisses américaines, dans les caisses, on livre les pharmaciens, elles ont augmenté de 19%. J'ai pris des exemples de principes actifs, paracétamol, 62% d'augmentation, 18% pour le glyclaside, carbamazépine, 7%. Vous avez tous les excipients qu'on utilise en routine dans l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est quelques exemples. Il y a sûrement beaucoup d'autres exemples à citer. Ajoutez à cela la dévaluation du dinar. Quand on met tout ça dans la même corbeille, alors que le prix public et le prix sortie usine ne bougent pas, donc les fabricants ont absorbé cette érosion de leur marge et ont consenti de le faire. Et si vous lisez la presse, aucun fabricant ne s'est plaint, aucun fabricant n'a écrit pour dire voilà, il y a une crise, pandémie, je veux que mes prix augmentent logiquement par rapport à toutes ces augmentations, parce que nous pensons qu'en temps de pandémie, il faut garder sa réserve, on parlera de prix en post-pandémie quand tout ça sera passé. Je voulais aussi donner quelques chiffres qui m'ont moi-même étonné. Les capacités de production de deux articles, les masques barrières ou alternatifs, en fait ceux qui sont faits en tissu, on a plus de 1600 fabricants
et on a une capacité de production de plus de 8 millions de masques par jour. Les masques chirurgicaux, nous avons une capacité de 1 730 000 masques et avec la présence de 18 fabricants agréés. Et les masques type FFP2, nous avons une capacité de production de 526 000 jours avec 8 fabricants. Nous avons 4 fabricants d'oxygène, 2 qui sont en cours de validation, avec une capacité de 450 000 litres par jour. Et donc, nous pouvons nous positionner très facilement comme pays exportateur. Mais comme je le disais à une dame hier dans le panel, les fabricants de masques aujourd'hui ont des difficultés. Parce qu'on les a trouvés ici quand on était en crise pandémique. Demain, en post-pandémie, ils ne pourront jamais être concurrentiels par rapport à des masques fabriqués en Chine ou à Taïwan ou ailleurs. Et donc, quand on veut avoir de la production locale, il faut consentir de payer un peu plus, mais d'avoir une autonomie et d'avoir des stocks disponibles en tout temps. Oui. Alors, je vais vous donner un peu une idée. Pendant cette pandémie, IQVIA a revu donc, les prévisions qu'elle fait pour donc, le monde pharmaceutique. Et donc, sur les 5 prochaines années, IQVIA prévoit 4,3% de croissance mondiale annuelle, avec bien sûr la part du lion, plus de 40% du marché mondial, c'est le marché américain. On s'est dû au prix, ce n'est pas par rapport aux quantités, mais au prix. La région MENA connaîtra presque 7% de croissance, la région dans laquelle on est. Et les régions qui connaîtront le plus de croissance, c'est la Russie, avec plus de 10% de croissance. C'est dû au fait que la Russie a pris des dispositions extrêmement importantes d'encouragement de la production locale sur son sol, avec des programmes bien définis, des objectifs bien définis et des facilitations énormes. Et bien sûr, les pays du CIS aussi, eux, connaîtront une croissance assez importante, mais ça, c'est dû au fait qu'ils ont un certain retard, disons, dans la prise en charge thérapeutique. Et par rapport à toutes les autres régions, donc la croissance va rester timide entre 2 et 3%. Le marché algérien, on va mettre la lumière sur le marché algérien. Entre 2016 et 2020, le marché algérien a connu une croissance annuelle moyenne de 6%. Et on voit clairement une décélération de cette croissance la dernière année, entre 2019 et 2020, vous savez pourquoi, la croissance a baissé à 3%. Sur le plan des quantités, c'est un peu plus bas. Maintenant, la pénétration des génériques sur le marché algérien, en Q4, en maths Q4 2020, nous voyons que les génériques représentent plus de 48%, je crois, alors que les princeps ont reculé à 37%. Et on voit que les producteurs locaux sont à 51%, alors que l'importation a baissé à 49%. Le ratio, je voudrais seulement attirer l'attention, que le ratio entre production locale et importation, je parle du ratio, il dépend aussi du cours de change. Plus le dinar dévalue, plus les parts de marché des producteurs dans ces pourcentages baissent. Mais en matière de boîtes fabriquées, nous sommes à plus de 62% de produits fabriqués et vendus en officine par des producteurs locaux. Maintenant, les acteurs du marché, bien sûr, on voit un peu que la majorité des top 15 qui sont top 15 sont tous fabricants ou font fabriquer leurs produits en Algérie. Ça, c'est le fruit de la politique qui a été menée depuis 2008 d'encourager la production locale. Vous voyez le classement de chaque entreprise et vous voyez surtout sur l'extrême droite la vitesse de croissance de chaque entreprise les 4 dernières années, entre 2016 et 2020, et aussi la vitesse de croissance entre 2019 et 2020. Et on voit clairement ce qui fait la différence
en fait, c'est la vitesse de croissance annuelle et bien sûr les investissements qui sont réalisés. Je voudrais, j'ai une douce pensée à Nabil Mellah, je vois Mérinal en face, et j'espère qu'il sera parmi nous très rapidement, Inch'Allah. Maintenant, pour les produits qui sont fabriqués, les top 15, nous voyons bien sûr, ça devrait être des épidémiologues et des gens spécialisés dans les statistiques qui devraient étudier tous ces produits, qui devraient étudier notre consommation et tirer les enseignements de tous ces chiffres pour prévoir notre consommation à l'avenir, c'est-à-dire les 5 prochaines années. Et vous voyez que les insulines, bon, ça fait peur parce que les 2 premiers postes, c'est le diabète et l'hypertension. Quand on voit ça et que vous allez à la télé ou aux médias, il n'y a aucun message pour lutter contre l'hypertension et contre le diabète, on voit un peu le gap qui existe. Ça ne coûte pas cher de faire un message pour lutter contre l'hypertension, contre le sucre et le sel, ça ne coûte rien. Les médias lourds sont entre les mains des autorités publiques. On a un Institut national de santé publique, on a une direction de la prévention au ministère de la Santé. Et c'est étonnant que devant tous ces chiffres, alors même que nous nous plaignons de l'enveloppe d'importation, qu'on n'ait rien qui est fait dans le sens de la prévention. Maintenant, on a voulu mettre la lumière sur ce qui s'est passé au courant de l'année 2020. Et ça, c'est une analyse du comportement des patients, mais aussi des acteurs de la santé. Vous voyez clairement qu'il y a eu un pic qui a commencé en février. Il y a eu un pic d'achat, de consommation le mois de mars, avec 48 milliards de dinars en prix public, 48 milliards de dinars de vente, et avec en nombre de boîtes, 99 millions de boîtes vendues. Ça, bien sûr, c'est un afflux des patients, probablement des pharmaciens d'officine, et c'est ce qu'on appelle le stockage préventif par peur de l'avenir. Et donc, nous pensons qu'en post-Covid, il faudrait que les acteurs de la chaîne pharmaceutique et même que les autorités se penchent sur ces comportements et qu'on essaye, parmi les leçons à tirer, d'avoir une certaine cohérence qui évite ces perturbations sur le marché. On a voulu aussi à l'UNOP analyser, les différences entre l'année 2019 et l'année 2020. Et disons-le tout de suite, l'année 2019 n'est pas une année de référence avec les événements qu'on a vécus, mais ça reste quand même significatif. Nous allons déjà analyser le top 5 des classes thérapeutiques qui ont enregistré des évolutions en unités de vente, parce qu'on va le voir en chiffre d'affaires. Vous voyez que les antalgiques ont augmenté de 17%, les produits du métabolisme, diabète et nutrition ont augmenté de 8%, sans raison apparente, gastro-entéro 2%, cardiologie et angiologie 9% et divers. Dans les divers, on a mis vitamine C, zinc, compléments alimentaires, des produits qui ont été surconsommés, 32%. Et tous ces chiffres devraient être analysés en prenant en compte aussi les ruptures. Parce que les ruptures, soit en 2019, soit en 2020, peuvent avoir un impact sur ces chiffres. Maintenant, les 5 classes thérapeutiques qui ont connu la plus grande décroissance entre 2019 et 2020. Nous voyons que la classe ophtalmo a baissé de 19%. Ça, c'est peut-être dû au fait que les malades ont déserté les cabinets médicaux. Les anti-inflammatoires de moins 8%. Ça, c'est dû au fait aussi qu'à un certain moment, on accusait les anti-inflammatoires d'aggraver ou de provoquer cette affection. La pneumo a baissé de 10% sans qu'il y ait de raison apparente. L'endocrino et hormones a baissé de 6% et la dermato de 6%.
et je pense que tous les pharmaciens d'officine s'accordent à parler de ces classes thérapeutiques. Maintenant, les top 5 des classes thérapeutiques qui ont enregistré des évolutions entre 2019 et 2020, et en tête, on le voyait tout à l'heure, les insulines, les produits métabolisme, nutrition, diabète, en chiffre d'affaires, ont augmenté de 24%, 83 milliards de dinars d'augmentation. Pardon, pas 83 milliards de dinars, mais c'est passé de 75 milliards de dinars à 83 milliards de dinars. La cardiologie de 7%, c'est passé de 63 milliards à 69 milliards. Les divers dont on parlait tout à l'heure de 15% en valeur. L'infectiologie de 10%, ça aussi, ça s'explique par le traitement, par l'azithromycine et les autres produits. Et les antalgiques, comme les prix sont faibles, ils n'ont augmenté que de 11%. Maintenant, les 5 classes thérapeutiques qui ont enregistré les plus grandes décroissances en chiffre d'affaires. Vous avez l'endocrino et les hormones de 9%, l'ophtalmo de 18%, la pneumo de 10%, neurologie de 4% et la gynéco de 11%. Toutes ces variations devraient réellement faire l'objet d'analyses statistiques, produit par produit, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et c'est surtout pour se préparer à l'avenir à une espèce de conduite à tenir devant des situations d'urgence sanitaire. Maintenant, on a voulu aussi voir les DCI qui ont le plus cru et les DCI qui ont le plus connu une décroissance. Donc les top 10 DCI qui ont enregistré des évolutions, donc bien sûr les insulines, avec plus de 6 milliards de dinars de différence entre 2019 et 2020, c'est énorme. Nous avons l'azithromycine, vous avez les chiffres, plus de 3 milliards, ça s'explique, alors que l'insuline, ça ne s'explique pas, sauf par des phénomènes de stockage. Et vous avez les héparines à bas poids moléculaire, la torvastatine, où ça ne s'explique pas aussi, parce que les malades sont les mêmes. Maintenant, les top 10 DCI qui ont connu une décroissance, là aussi je pense que les pharmaciens d'officine vont disons, valider tous ces produits. Ce qui est étonnant, c'est que le salbutamol ait connu une décroissance. C'est peut-être dû, et en plus, on parlait de rupture en 2019, donc il aurait dû connaître une croissance, sauf si les ruptures de 2019 ont conduit à un surstockage en 2019 qui a été consommé en 2020. Vous voyez que notre marché est très compliqué à comprendre. Et il faut vraiment revenir un peu en arrière, voir ce qui s'est passé. Et vous voyez, ça c'est un point positif, la prégabaline a baissé de plus de 2 milliards de dinars. Nous pensons à l'UNOP que c'est dû au fait, bien sûr, que les autorités publiques sont un peu plus, disons, regardantes sur le plan de la répression, mais aussi des dispositions qui ont été prises par les producteurs, par les distributeurs, par les pharmaciens d'officine, pour mettre plus de rigueur dans la gestion des psychotropes. Et bien sûr, avec le nouveau texte qui est paru, ça donnera, j'espère en tout cas, plus de rigueur dans la gestion de cette classe de produits. Pour l'avenir, les 2 derniers slides, ça ne parle pas d'Algérie, parce que je ne pense pas personnellement que ça se passera comme ça. Ça viendra pour nous peut-être dans quelques années. C'est que le circuit du patient va changer dans le monde, et il va changer vers plus de digitalisation, l'interaction entre les acteurs du médicament, les patients, les médecins, les pharmaciens d'officine, les laboratoires. Ça va être de plus en plus digitalisé. La prévention va se faire en ligne, de plus en plus en ligne, et c'est tant mieux. D'ailleurs, on devrait en Algérie penser à ça, puisqu'on ne le fait pas, disons, d'une manière classique. La télémédecine va se développer de plus en plus. Le développement de la télémédecine, le renouvellement des ordonnances va impliquer
que vont être associées les autorités publiques et les organismes payeurs, parce qu'il y a des problèmes médico-légaux derrière ça, il y a des problèmes de paiement des consultations, de remboursement des consultations. Donc il y a tout un chamboulement dans la gestion du circuit patient qui va se faire. Aux États-Unis, par exemple, justement à la faveur de cette pandémie, les patients, très souvent, sont livrés à leur domicile. Et bien sûr, les sociétés, les plus grandes sociétés qui livrent plein d'autres choses se mettent justement sur ce créneau. Comme je le disais, les interactions avec les professionnels de la santé vont changer. Chez nous, ça a commencé par des webinaires, mais vu le niveau, l'état des connexions, de la connexion Internet, et c'est, je pense aussi, l'une des leçons à tirer dans notre pays, c'est qu'on doit très rapidement rattraper le très grand retard qu'on a mis dans la connexion Internet. Et beaucoup de pays africains sont vraiment très très loin par rapport à nous. Donc ils ont vraiment pris de l'avance. Bien sûr, les lancements de nouveaux produits innovants qui se sont arrêtés pendant cette crise Covid vont reprendre avec des études cliniques et avec bien sûr tout ce qui accompagne le lancement de nouveaux produits. Il y a une réflexion comment lancer les nouveaux produits, parce qu'il ne faut pas oublier que cette crise Covid aussi a montré à toutes les grandes multinationales qu'elles pouvaient continuer à fonctionner avec moins de dépenses. Et donc ça, c'est quelque chose qui bien sûr séduit le monde occidental et l'amène justement à aller dans la digitalisation. Une des entreprises qui ont beaucoup gagné dans cette crise, c'est toutes les entreprises de digitalisation. Le tungstène, par exemple, en matière première, le prix a connu des augmentations vertigineuses et les fabricants se l'arrachent. Et bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de pays ont engagé une réflexion ou ont décidé de relocaliser la fabrication de certaines matières premières, de certains produits chez eux. C'est une grande question et comme je le disais hier, nous devrions développer en Algérie une réflexion d'alliance régionale avec certains pays où il y a des accords de complémentarité pour que ce qu'on ne fabrique pas, on le prend chez les autres. Et comme nous sommes aussi fabricants, on peut offrir aussi certains produits dans le cadre d'une alliance, disons, bien négociée. Je vous remercie.